Alors on va conclure ce cours avec une partie qui va traiter d'un autre exemple que le circuit RC série, dans lequel on va prendre un circuit RL, ça veut dire avec une résistance et une bobine. Sauf que, contrairement au cas du condensateur, les bobines sont rarement parfaites, donc on peut rarement négliger la résistance interne, et on va essayer de voir comment est-ce que les équations différentielles se compliquent un tout petit peu avec la présence de cette résistance interne, et ce que ça va nous amener, sachant que le cheminement que l'on va suivre va être globalement le même que celui pour le circuit RC. On va déterminer d'abord l'équation différentielle, les conditions initiales, la résolution explicite de cette équation différentielle dans le cadre de ces conditions initiales. On finira par un petit discours sur les implications énergétiques, même si on pourra dire moins de choses naturellement que pour le circuit RC. Bien. Alors dans le circuit que l'on a à disposition, là encore, si j'ai l'occasion de faire des vidéos qui concernent le système expérimental, j'essaierai de vous la mettre ici. Mais déjà le circuit, vous avez un générateur, on va négliger sa résistance interne pour ne pas compliquer les calculs, ou alors on prendra là-dedans, et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on met une résistance en série avec une bobine réelle. C'est pour ça que je précise que la bobine a à la fois une inductance et une résistance interne petit r. Et donc on aimerait déjà trouver l'équation différentielle, et on voudrait obtenir l'équation différentielle sur le courant I. Et donc on va essayer de déterminer ça. Ah bah non, le courant I en fait ça va être trop facile. Donc on va essayer de prendre, allez, ça va être plus sport, on va essayer de prendre la tension aux bornes de la bobine réelle qui sera effectivement mesurée dans le cadre expérimental où là on le met directement sur le voltmètre. Donc on veut la tension aux bornes de UL parce que cette tension-là n'a pas de condition de continuité particulière. Vous savez que dans une bobine, ce qui est continu, c'est le courant qui la traverse, donc on aura une condition de continuité sur I, mais ça ne donnera pas directement la condition de continuité sur UL, il va falloir raisonner un tout petit peu. Et puis là, pareil, comme pour le condensateur, la variable qui était sympathique, c'était la tension du condensateur, et puis on obtenait directement l'équation différentielle presque sans réfléchir. Là, on obtiendrait directement l'équation différentielle presque sans réfléchir pour le courant, mais on ne va pas s'intéresser au courant, on s'intéresse à cette tension UL. Alors première chose, déjà, ça va être de dessiner le circuit en idéalisant tous nos systèmes. Donc on a le E ici, je le dessine après fermeture de l'interrupteur, et ma bobine, je la modélise comme étant une bobine idéale et une résistance interne, et la tension que je veux mesurer, ça va être celle-ci. Donc on va tout de suite commencer par rajouter les méchants dans l'histoire. Et donc il va nous falloir introduire le courant aux bornes, le courant qui traverse notre circuit, la tension aux bornes de la résistance, U grand R, et à partir de ces informations-là, normalement on a deux méchants, un gentil, puis on va voir si on arrive à tout exprimer comme ça. Alors, première relation qu'on peut donner, c'est la loi d'Émaille. La loi d'Émaille fait intervenir la tension E qui, elle, est juste neutre, ça fait partie des données de l'énoncé. E est égal à la tension aux bornes de la résistance plus le fameux UL que je veux garder. Donc UL, il est sympa, on le garde, c'est notre gentil dans l'affaire. Là, vous voyez tout de suite que je vais pouvoir isoler un de mes méchants et le rendre gentil en disant simplement que c'est E moins UL. Première chose. Deuxième chose, je vais pouvoir écrire une loi des dômes pour la résistance. Donc j'ai UR qui est égal à R que multiplie le courant. Donc là j'ai une relation qui fait intervenir deux méchants. Et donc alors, on peut peut-être préciser, là j'ai la loi d'Émaille. Là j'ai la loi d'Ohm, et puis j'ai ce qui se passe pour la bobine, la relation pour la bobine. Alors la tension aux bornes de la bobine va être donnée par
deux contributions. Il y a la contribution de la bobine idéale et la contribution qui correspond à la résistance. Donc dans la bobine idéale, la tension aux bornes d'une bobine idéale, normalement c'est L fois la dérivée du courant qui traverse la bobine. En convention récepteur, et ça tombe bien, le I que j'ai défini me permet de l'avoir en convention récepteur ici. Et là, c'était pareil, hein, le UR, je l'ai naturellement placé en convention récepteur pour que ce soit bien sympathique. Et j'ai aussi la tension aux bornes de cette résistance, et en convention récepteur, ça s'écrit RI. Là, vous voyez que ça fait un lien entre I et UL. Le problème, c'est que c'est I le méchant, et I intervient à la fois en tant que lui-même et en tant que sa dérivée. Et ça complique les choses. Donc cette équation-là, on ne va pas pouvoir l'utiliser tout de suite. En revanche, vous voyez qu'on a déjà gentifié UR. UR est devenu gentil puisque c'est E moins UL. Et UR, il vaut RI. Et donc ça me donne que I, c'est UR sur R, c'est donc E moins UL sur R. Et là, il est devenu gentil puisqu'il s'exprime en fonction uniquement de notre variable dont on cherche à obtenir l'équation différentielle, à savoir UL. Et donc, je vais pouvoir remplacer cette expression de I dans l'égalité qui est là, pour dire que UL, c'est L que multiplie la dérivée par rapport au temps de E moins UL sur R, plus petit r que multiplie E moins UL divisé par R. Cette dérivée, eh bien le E sur R, c'est une constante. La dérivée d'une constante, ça me donne 0. J'additionne la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Donc la dérivée de UL sur R, c'est 1 sur R, la dérivée de UL. Donc il me reste UL qui est égal à moins L sur R, la dérivée de UL par rapport au temps, plus petit r E sur grand R, moins petit r UL sur grand R. Ensuite, il me suffit de remettre tous les UL du même côté. Je me retrouve avec du L sur R DUL sur DT, plus UL facteur de 1 plus petit r sur grand R. À noter que si jamais vous avez fait une erreur quelque part dans vos orientations en règle générale, ici vous obtiendrez un moins, donc un terme qui peut potentiellement s'annuler ici. Vous allez voir tout de suite que quand je vais le mettre sous forme canonique, ça va poser un problème, qui est égal à petit r E sur grand R. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le mettre sous forme canonique, donc soit la forme canonique du physicien, soit celle du mathématicien. On peut peut-être choisir celle du mathématicien, ce qui correspond à mettre un 1 devant le terme en dérivée. Donc j'ai du DUL sur DT, plus, alors il faut que je divise par L sur R, ce qui me revient à multiplier par L, R est divisé par L. Donc là je me retrouve avec du R sur L plus petit r sur L facteur de UL qui est égal à petit r E sur grand L. Voilà mon équation différentielle sur UL et celle sur laquelle il va falloir que j'essaye de résoudre pour répondre à la question qui est comment évolue la tension aux bornes de la bobine réelle dans ce système-là. Alors avant de continuer et de faire cette résolution, on peut faire un petit exercice complémentaire, c'est trouver l'équation différentielle non pas sur UL, mais, et non pas sur I qui devrait être trop 5, mais trouver l'équadif sur UR. Donc je vous laisse réfléchir 2 minutes pour trouver cette équation différentielle sur ER. On a déjà tout écrit, ça change juste le rôle des gentils et des méchants dans ce cadre. Ok, c'est bon? Alors, si j'écris ma loi d'émail, cette fois-ci, ma loi d'émail, c'est
UR plus UL. Et UL, lui, il est méchant. Donc, je continue. Ne pose pas de questions pour le moment, j'écris toutes les lois que j'ai à disposition. UR, c'est égal à RI, avec I qui est aussi méchant, mais ça, on voit tout de suite qu'en fait, I, c'est UR sur R, donc il est devenu gentil, I, ça tombe bien. Et puis, pour la bobine, vous avez que UL, qui est un méchant, va s'écrire, là encore, comme d'habitude, la contribution de la partie idéale de la bobine, plus la contribution de sa résistance interne. Et étant donné que I, c'est UR sur L, on peut gentilfier tout ça en disant que c'est L sur R DUR sur DT, parce que R est gentiment constant, plus petit r UR sur grand L. Voilà, et puis alors maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer le méchant qui était là-haut, et l'équation différentielle sur UR est relativement simple à trouver. J'ai du UR facteur de 1 plus petit r sur grand R, puisqu'il y a un 1 ici, et puis il y a une autre contribution là, plus L sur R DUR sur DT. Et si je le remets sous forme canonique, j'ai DUR sur DT, plus, alors ça revient à multiplier par grand R et diviser par L, donc R plus petit r sur L fois UR, qui est égal à RE sur L. Alors là, on voit apparaître un truc qui est relativement intéressant, c'est que quand je le mets sous la même forme, ces deux équations différentielles, vous voyez que j'ai le même terme qui apparaît ici. Et ce terme-là, il est relié à la constante de temps caractéristique du système, et c'est normal parce que dans votre système, s'il y a une tension qui évolue avec une constante de temps caractéristique, en fait, toutes les tensions et tous les courants évoluent avec cette constante de temps caractéristique. Donc, on doit la retrouver dans l'équation différentielle. Si vous trouvez un terme qui est différent à ces deux endroits-là, c'est qu'il y a un souci. Là, on voit que c'est le même, c'est juste que j'ai mis L en facteur, donc sous même dénominateur dans les deux cas. En revanche, le second membre, lui, n'a aucune raison d'être le même, puisque le second membre va être relié à la limite, quand t tend vers l'infini, de ce qui se passe pour mon UL. Donc ça va être le comportement asymptotique de mes solutions, et UL et UR n'ont vraisemblablement pas le même comportement asymptotique. Bon, alors une fois qu'on a fait ces petites remarques, on peut s'intéresser à faire une analyse qualitative avec un petit portrait de phase et voir pour l'équation qu'on a trouvée pour UL ce qui se passe. Analyse qualitative. Alors, je vais recopier l'équation pour l'avoir sous la main. Donc ça me fait du DUL sur DT plus grand R plus petit r sur LUL qui est égal à petit r E sur L. Alors, pour pouvoir utiliser mon analyse qualitative, mon portrait de phase, j'ai besoin d'exprimer la dérivée de UL par rapport au temps. Et vous voyez que cette dérivée de UL par rapport au temps, elle va s'écrire R petit r E sur grand L, auquel je soustrais, alors je vais pouvoir mettre sous le même dénominateur grand R plus petit r UL. C'est toujours une droite, deux coefficients directeurs grand R plus petit r sur L, enfin moins cette quantité-là, donc une droite de pente négative, une droite décroissante, donc une droite de DUL en fonction de UL, avec un endroit où DUL sur DT s'annule. Donc si je trace cette droite-là, et puis on voit que ça s'annule quand UL est positif, la droite en question
On va faire quelque chose comme ça. Hop. Et le point d'annulation ici correspond à RE moins grand R plus petit RUL est égal à 0. Ça correspond du coup à petit RE sur grand R plus petit r. Tiens, tiens, tiens. Ça ressemble à un raccourci qu'on a vu dans le chapitre précédent. Une histoire peut-être de diviseur de tension. On y reviendra. En tout cas, c'est le point pour lequel il y a annulation de la dérivée. Alors maintenant, on peut refaire le même type de raisonnement. C'est ça qui est bien, c'est que quelle que soit votre équation différentielle, en fait, les raisonnements sont les mêmes. Si je prends un point A, qui est ici. En A, vous avez que DUL sur DT, il est positif, puisque je l'ai pris à gauche de ma droite décroissante, à gauche du point où ça s'annule. J'ai donc la dérivée qui est positive. Donc, UL, la tension aux bornes de la bobine, si je suis à une tension qui est inférieure à celle-ci, qui est croissante. Donc, on va vers la droite dans le graphe. Donc, on se déplace vers cette valeur-là. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, j'ai dépassé, je suis en B. En B, par définition, vous avez que DUL sur DT est négatif. D'où le fait que UL est une fonction qui décroît. Et donc, si on est à droite de ce point-là, on va vers la gauche automatiquement. On se déplace. Dans un portrait de phase, il faut bien retenir qu'il y a un lien entre l'abscisse et l'ordonnée. Vous ne pouvez pas choisir comme vous voulez, puisque l'ordonnée, c'est la dérivée de l'abscisse. Donc, quand l'ordonnée est positive, l'abscisse augmente. Quand l'ordonnée est négative, l'abscisse diminue. C'est nécessaire par le fait que c'est ce qu'on a demandé de représenter. Donc, on va vers la gauche sur le graphe. Donc, de nouveau, vers ce point-là. Donc, il existe, on a tendance, quel qu'on soit à droite ou à gauche, on va tendre. Donc, quand tu tend vers l'infini, je ne peux pas savoir comment est-ce que ça tend. Par contre, je peux dire que quand tu tend vers l'infini, UL va tendre vers petit r E sur grand R plus petit r. C'est ce qu'on appelle le comportement asymptotique de ma solution que je peux prédire comme ça. Et vous voyez que c'est le cas, quelle que soit la valeur initiale de UL. Si je me retrouve avec un UL négatif, il va descendre jusque-là. Il va monter jusque-là, pardon. Si je me retrouve avec un UL plus grand que cette valeur, il va descendre jusqu'à ce point-là. Je ne sais pas comment il y atteint, mais en tout cas, je sais qu'il va l'atteindre. Et puis, à mesure qu'il s'en rapproche, il ralentit, puisque la dérivée de UL, la vitesse d'avancée, va devenir de plus en plus faible. Et donc là, j'ai mon comportement asymptotique, mon comportement en régime permanent de mon système. Alors, en petit 3, on va justement résoudre pour avoir la solution générale de cette équation différentielle. Solution générale. Et cette solution générale, eh bien, on a appris maintenant comment ça fonctionnait pour les équations différentielles. Donc, on va la trouver tout simplement sous forme d'une solution particulière plus la solution, les solutions possibles pour l'équation homogène qui est associée. Donc, là, j'ai mon équation. Vous avez que on peut trouver une solution particulière. Alors, comment est-ce que je la trouve? Mon second membre est constant. Je vais donc essayer d'imaginer, essayons voir si par hasard une solution constante ne pourrait pas marcher. Effectivement, si la solution est constante, sa dérivée est nulle. Si sa dérivée est nulle, la constante en question doit vérifier que grand R plus petit r sur L fois la constante est égal à petit r E sur L. Vous voyez que les L se simplifient et qu'il faut que je divise par grand R plus petit r. Donc j'ai RE sur grand R plus petit r qui cette valeur-là convient comme solution particulière de mon équation générale
qu'on peut noter E. Donc j'ai trouvé une solution particulière. Le problème est, tiens, c'est pas n'importe laquelle. Vous voyez que mon comportement asymptotique se lie dans cette solution particulière constante. On aurait pu trouver une autre solution qui marche, hein, finalement ça fonctionnerait aussi, mais c'est souvent plus facile de trouver la solution particulière qui reste constante là-dedans. Donc ça convient. Si je regarde l'équation homogène associée, cette équation homogène associée, elle s'écrit dul sur dt plus grand R plus petit r sur L UL égale 0. Le caractère homogène, c'est le 0 de l'autre côté. Donc l'équation homogène associée, qu'on peut noter H, et de solution A UH égale A exponentielle moins T sur taux, avec, à condition de bien choisir taux, et taux, il se lit directement là. Plus exactement, dimensionnellement, vous avez une tension divisée par un temps. Une tension, ça c'est l'inverse d'un temps. Donc là, vous avez L sur grand R plus petit r. Vous pouvez vérifier que si vous prenez ce taux-là et que vous remplacez, quand je dérive, il y a du moins 1 sur taux qui sort, moins 1 sur taux plus R plus petit r sur L. Le tout facteur de UL doit être nul, bah, j'ai bien que 1 sur taux doit être égal à grand R plus petit r sur L, et donc taux, c'est l'inverse. Donc ça, avec taux qui vaut ça, et à une constante réelle quelconque, que je n'ai pas pour le moment déterminé, n'importe quelle valeur peut convenir. Donc finalement, la solution générale, enfin l'ensemble des solutions possibles pour cette équation, donc la solution générale de E, s'écrit UL égale donc la solution particulière, petit r E sur grand R plus petit r, plus n'importe laquelle des solutions homogènes, donc ça veut dire n'importe quelle valeur de A possible, et j'ai mon expression de UL de T qui va être ainsi faite. Voilà, donc là de nouveau, cette fois-ci, j'ai utilisé ce qu'on a mis du temps à démontrer dans la partie précédente, parce que le but n'est pas que vous refassiez ces démonstrations à chaque fois, mais que vous raisonniez solution particulière, équation homogène, du coup solution homogène pour laquelle je lis directement le taux dans l'équation homogène, puisque l'équation homogène, elle peut s'écrire dul sur dt plus 1 sur taux UL égale 0, ça c'est la forme générale de l'équation homogène telle que la solution soit en A exponentielle moins T sur taux. Et ben, il suffit d'identifier les facteurs là pour ne pas se retrimballer systématiquement la résolution totale à faire, même si vous avez le moindre doute, vous pouvez le refaire au brouillon, et je vous conseille de le faire 2-3 fois jusqu'à ce que ça rentre bien pour que vous soyez entraîné. Et maintenant, on a la somme des deux, la solution particulière et l'ensemble des solutions homogènes, qui me permet d'avoir une solution générale. Pas encore la solution que je cherche, parce que j'ai une valeur qui est indéterminée, c'est ce facteur A, et je vais donc chercher les conditions initiales qui me permettent de déterminer ce A. Donc les conditions initiales, ou la condition initiale ici, parce que comme je suis avec un système du premier ordre, je n'en ai qu'une seule, j'ai juste besoin de la valeur en 0 de mon UL. La question c'est comment trouver UL en 0+. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que vous savez sur une bobine? Donc écrivez ce que vous savez, et puis ensuite essayez de voir ce que ça implique sur les autres variables, et pour finalement, en repartant un petit peu des équations qui ont été écrites ici, et en remplaçant
la valeur en 0 plus que vous avez trouvée pour votre condition de continuité qu'il va falloir imposer, eh bien, essayez de me déterminer UL de 0 plus. C'est bon pour la réflexion? Alors, UL en 0 plus, comment est-ce qu'on fait? Donc là, je refais mon petit dessin, juste pour l'avoir sous la main, parce qu'on raisonne toujours beaucoup mieux quand on a un schéma sous la main. Donc, je cherche UL et je me place juste après la commutation de l'interrupteur. Alors, ce que je sais, qu'est-ce que c'est? On sait que I, le courant qui traverse une bobine, est continu. Que I est continu car il traverse la bobine L. Donc, le I qui est là, il est continu. J'ai donc I en 0 plus, c'est égal à I en 0 moins, à cause de cette condition de continuité. Que valait le courant juste avant la commutation? Juste avant la commutation, votre interrupteur était ouvert. Si l'interrupteur est ouvert, il empêche le passage de tout courant. Et donc, le courant, il était nul parce que vous aviez avant un interrupteur qui était ouvert. Si, non, c'est bon, ça me suffit, mon I en 0 plus était donc nul. Alors maintenant, je vais dévider ma bobine de fil pour essayer de revenir à ce UL. UL, qu'est-ce qu'on sait sur UL? On sait que UL, c'est LDI sur DT plus petit RI. Parce que c'est la tension en borne de la bobine plus la tension en borne du caractère résistif interne qui est ici. C'est valable à tout instant. Donc j'ai UL en 0 plus qui est égal à L DI sur DT en 0 plus petit r fois I en 0 plus. Mais I en 0 plus, je viens de démontrer que c'était nul. Donc ce terme-là, il est égal à 0. Qu'est-ce que je peux dire de celui-ci? Je ne peux rien dire, rien du tout. Et ça, c'est important de le retenir. Quand vous savez quelque chose sur une fonction, c'est pas parce qu'une fonction est nulle en un point que la dérivée de cette fonction sera nulle en ce point-là. Et surtout, faites bien attention, il y a un gros platane ici. Attention, la dérivée de I prise en 0 plus, c'est pas du tout la même chose que la dérivée par rapport au temps de I de 0 plus. I de 0 plus, c'est une valeur. Et la dérivée, donc c'est une valeur qui vaut quelque chose et qui reste constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Ça, c'est bien nul. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est la valeur de la dérivée de la fonction I prise en 0. Je donne un exemple. Si je prends une certaine fonction du temps, n'importe quoi, et puis je la fais passer par 0 là. Ma fonction du temps, elle est bien nulle. Si je prends f de t, j'ai bien f de 0 qui est égal à 0, parce qu'elle passe par 0. Tout va bien. Mais la dérivée de f par rapport au temps en 0, elle n'est pas nulle. Parce que si elle était nulle, j'aurais une tangente qui est une tangente horizontale. Or là, la tangente, elle n'est pas horizontale. Donc, la dérivée n'est pas nulle. C'est pas parce qu'une fonction est nulle en un point que la dérivée de cette fonction sera nulle. Donc là, on ne connaît rien sur cette valeur. On ne sait même pas si c'est continu. C'est pas parce qu'une fonction I est continue que sa dérivée sera continue. Donc on ne sait rien du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de regarder le reste. Si je regarde UR, donc là, on ne connaît rien. On ne sait rien.
sur la valeur de cette dérivée. Vous avez vu que je me suis un petit peu enflammé, hein, mais c'est simplement que je peux vous assurer qu'un certain pourcentage de la classe va faire l'erreur. Tout le monde va à un moment être tenté de dire « Ah bah là, ma fonction est nulle, la dérivée, ah bah elle va être nulle aussi. » Non, non, retenez-vous. Il est possible qu'elle le soit, mais c'est un coup de bol. Donc retenez-vous, imaginez toujours le pire cas possible et posez-vous la question, est-ce que ça peut se passer? Bon, bref, donc on ne sait rien sur la valeur de cette dérivée. Mais ce qu'on sait, c'est que UR, il est égal à R fois I. Ça, c'est vrai. C'est notamment vrai en 0+. Et étant donné que I en 0+, lui, il est vraiment nul, bah, R fois 0, ça me donnera vraiment 0. Donc la tension aux bornes de cette résistance est nulle. La tension aux bornes de cette petite résistance est nulle. Et vous avez la loi d'émail. La loi d'émail, elle dit quoi? La loi d'émail, elle me dit que E doit être égal à UR plus UL à n'importe quel moment, notamment juste après la fermeture de l'interrupteur, donc notamment en 0+. Or, je viens de démontrer, vraiment démontrer, que UR était nul en 0+, donc là, c'est simplement UL en 0+. Au passage, on en déduit que comme ce terme-là est nul, si UL en 0+, il vaut E, ça veut dire que la dérivée de I vaut E sur L en 0+. Elle était nulle avant, parce que il n'y avait pas de courant et il n'y avait constamment pas de courant, donc sa variation était nulle. Mais elle n'est pas nulle après, il y a discontinuité de la dérivée du courant, malgré le fait qu'il y ait continuité du courant. Donc ne vous laissez pas abuser en vous disant qu'en physique, tout il est beau, tout il est tout le temps gentil. Oui, souvent c'est le cas, mais là en l'occurrence, méfiez-vous, il y a des difficultés et elles vous attendront au tournant. Donc il y a discontinuité de la dérivée qu'on est capable de calculer et on a UL. Alors, le fait que UL soit égal à E, c'est-à-dire qu'aux bornes de la bobine, vous ayez toute la tension qui est dans le circuit, qui est imposée par le générateur dans le circuit, c'est pas étonnant quand on y réfléchit un petit peu, parce qu'en fait la bobine se comporte à cet instant initial comme un interrupteur ouvert. Pourquoi? Parce que la bobine empêche la discontinuité du courant. Donc en particulier, à t égale 0+, elle empêche, c'est elle qui empêche le passage du courant. Et si elle empêche le passage du courant, eh bien, toute la tension du circuit se retrouve à ces bornes. C'est toujours l'isolant qui se retrouve avec toute l'ascension du circuit à ces bornes, parce que c'est là où vous avez les barrières et l'impossibilité de passer. Et donc, c'est là où vous avez la plus grande différence de tension que vous aurez, de potentiel, et donc la plus grande tension que vous ayez dans votre circuit. Voilà, bon alors maintenant qu'on a ça, c'est facile, il suffit d'appliquer la condition initiale. Alors, arrêtez la vidéo, essayez de le faire pour trouver le grand A, et puis moi je vais le faire là dans 30 secondes, c'est bon? Donc, quand vous avez l'expression de UL, alors où est-ce qu'elle était? C'était pas celle-là. Elle est ici. J'avais une expression explicite. J'ai que UL en 0+, c'est E. Or, UL de T, il doit s'écrire RE sur grand R plus petit r plus A exponentielle moins T sur tau. D'où, UL, quand je le prends en 0+, enfin bon, cette valeur-là, je peux regarder du coup en 0 directement, c'est petit r, E sur grand R plus petit r plus A. Et de l'autre côté, je viens de démontrer que UL en 0, c'était E en 0+. Donc, j'en déduis la valeur de A, qui s'écrit grand E moins petit r E sur grand R plus petit r. Ok.
Et donc, si je remplace maintenant et que je réorganise juste les termes pour pouvoir les avoir de manière plus lisible, j'ai le terme en RE sur grand R plus petit r, qui est présent non seulement dans cette constante-là, mais aussi dans le terme en exponentiel ici. Donc je vais avoir du 1 moins exponentiel moins t sur tau, plus le E, qui est dans le A encore, qui est aussi facteur du exponentiel moins t sur tau. Alors on me dirait, j'aurais pu mettre sous le même dénominateur, ça se simplifie bien. Oui, certes, mais là, comme ça, j'ai une visualisation directe de la valeur initiale, parce qu'à t égale 0, ce terme-là s'annule, donc je me retrouve juste avec E exponentielle de 0, c'est-à-dire E, et la valeur vers quoi ça tend, la limite en t qui tend vers l'infini, et donc j'ai bien le comportement asymptotique qui était attendu pour notre système. Là encore, on va pouvoir discuter de régime transitoire. Alors si je regarde, si j'essaye de faire une représentation graphique de ce machin-là, donc pour parler un peu régime transitoire. Donc pour le régime transitoire, vous avez qu'on part ça. Donc ça c'est T, et puis là je vais représenter UL. Alors, avant que l'interrupteur ne se ferme, le courant était nul, et il ne variait pas. Donc le petit RI était nul, et le DI sur DT, lui, était bien nul. Donc la tension aux bornes de la bobine, avant que l'on commence, elle valait bien 0. Je ne passe pas exactement dessus pour ne pas abîmer mon petit stylo, mais l'idée c'est bien, j'avais 0. Ensuite, à t égale 0, je vaux E. Et puis après, je vais placer RE sur grand R plus petit r, c'est une fraction de E. Plus faible, inférieur à 1. Donc je démarre de E et je tends vers la valeur asymptotique. De nouveau, je vais pouvoir déterminer ici un régime transitoire. Le régime transitoire, la constante de temps, je vais par exemple prendre une tangente à cet endroit-là, et si je trace la tangente en ce point, la différence de temps qu'il y a entre le point pour lequel je trace ma tangente et l'endroit où ça coupe l'asymptote, alors méfiez-vous, l'asymptote ici elle n'est pas nulle, donc il faut bien prendre l'asymptote qui est visée, ce temps-là ça va être tau. J'aurais pu aussi regarder quand est-ce que j'ai parcouru 63% de la distance entre E et petit r, E sur grand R plus petit r, ça me donne aussi tau. Si je prends 95% de cette distance, ça me donne 3 tau, et puis en divisant par 3, j'obtiens tau. Bref, je peux de nouveau faire toutes les déterminations qu'on a déjà faites dans la partie précédente pour réussir à obtenir cette notion de régime transitoire. Donc là, j'ai l'évolution, discontinuité, on passe par E, et ensuite on tend vers une constante qui n'est pas nulle. Voilà, donc là, il faut faire attention. Alors justement, cette constante, je vous ai parlé tout à l'heure d'une histoire de diviseur de tension. D'où est-ce que ça vient? Comportement asymptotique. J'aurais pu le prédire, celle-là. Et ça, c'est comme l'analyse dimensionnelle pour vérifier vos calculs. L'analyse asymptotique vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé ni dans votre équation différentielle, ni ensuite dans la résolution, dans la partie où vous devez déterminer la solution particulière. Donc, j'aurais pu faire cette analyse avant. D'ailleurs, dans les exercices, souvent, on vous dit de faites l'analyse asymptotique d'abord avant toute résolution, et ça permet de vérifier la résolution. Donc, quand le temps tend vers l'infini, la bobine, parfaite, idéale, se comporte comme quoi? Elle se comporte comme un fil.
Ça vient d'où ça? Ça vient du fait que la dérivée en l'infini, pas en zéro. En infini, cette dérivée, elle tend vers 0 puisque i tend vers une constante. Donc, je vais pouvoir, dans mon schéma, prendre un schéma équivalent en infini. Qui va faire, mon générateur, il reste équivalent à lui-même. Les résistances restent équivalentes à des résistances. Mais la bobine, c'est devenu un fil. Si la bobine est devenue un fil, la tension que je veux chercher aux bornes de ma bobine réelle, elle est égale à la tension juste aux bornes de cette résistance-là, puisque finalement, c'est la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là, et puis les fils, j'ai le droit de les raccourcir, de les allonger comme je veux. Topologiquement, ça n'apporte absolument rien. J'ai toujours le même potentiel. Donc la différence de potentiel va être la même aux bornes de cette résistance. Et là, j'ai un système avec deux résistances en série alimentées avec une tension E, j'ai exactement la représentation du diviseur de tension, donc j'ai du R sur grand R plus petit r multiplié par la tension totale, qui est E. J'ai juste une fraction de la tension totale, fraction proportionnelle à cette résistance-là, et puis inversement proportionnelle à la résistance globale. Directement, si là j'ai 10% de la résistance totale, j'aurai 10% de la tension. Si j'ai 90% de la résistance totale, j'aurai 90% de la tension. Donc ça, c'est pour ce qu'on peut dire sur le comportement asymptotique, et généralement dans les exercices, même si ce n'est pas demandé, je vous conseille de systématiquement essayer de faire cette analyse. Ça vous permettra de voir s'il y a un problème. Et quand vous serez devant les examinateurs à l'oral, vous pourrez dire, voilà, alors j'ai trouvé ça comme équation différentielle, mais je sais que c'est faux parce que j'ai mon analyse asymptotique qui n'est pas d'accord. Alors, vous pouvez peut-être être plus prudent en disant, il y a une incohérence parce que quand je fais l'analyse asymptotique, j'obtiens ça. L'erreur peut être soit dans votre équation différentielle, soit dans votre analyse asymptotique. Mais bon, un truc comme ça, c'est quand même vachement plus difficile de se planter là-dessus que sur la résolution de l'équation différentielle. Donc vraisemblablement, l'erreur est dans l'équation différentielle. Après, si vous êtes absolument sûr de vous, c'est peut-être que vous avez fait un problème, une erreur là-dedans, mais dans tous les cas, ça vous permet de vérifier vos résultats. Et quand vous avez adéquation entre ce que vous trouvez avec le comportement asymptotique et ce que vous trouvez par la résolution directe, c'est qu'a priori, on peut être confiant dans ce que vous avez obtenu. Ok, donc régime transitoire, il me reste l'analyse énergétique. Alors malheureusement, pour l'analyse énergétique pour une bobine, il n'y a pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que au bout d'un certain temps, donc quand t tend vers l'infini, vous avez que la bobine stocke une énergie. Donc quand t tend vers l'infini, la bobine à stocker une énergie 1,5 de L I de l'infini au carré. Et le problème, c'est que pour que le stockage continue, il faut qu'il y ait toujours un courant. Et s'il y a toujours un courant, il y a toujours un effet Joule. Et donc, le générateur continue à fournir de l'énergie juste pour garder ce stockage, alors que tout le reste, du coup, va être dissipé par effet Joule. Donc, elle a stocké une énergie 1,5 de Li infini au carré, et le générateur dépense une énergie infinie en effet Joule, toujours présent tant qu'il y a du courant. Et pour qu'il y ait stockage, vous avez besoin de courant. Ce qui veut dire qu'on n'utilisera pas les bobines. Donc, conclusion, on ne peut pas utiliser de bobines pour stocker de manière durable de l'énergie.
utiliser d'autres choses, mais pas des bobines. Alors, les bobines sont quand même utiles parce que en fait, la plupart des moteurs électriques marchent avec des bobinages pour faire un champ magnétique. On verra ça tout à la fin de l'année en induction. Mais et donc on a besoin de manière de les modéliser et il y a de l'énergie qui est stockée dedans. Quand vous faites passer courant, quand vous branchez votre machine, il y a de l'énergie qui peut être convertie en énergie mécanique. Donc ça a une utilité, mais pas pour le stockage. Donc on n'utilise jamais de bobine pour stocker de l'énergie sur du long terme. On l'utilise pour transférer de l'énergie d'une forme électrique à une forme mécanique, mais jamais pour stocker de l'énergie sur le long terme. Et ça conclut ce chapitre sur les systèmes du premier ordre. Donc à retenir là-dedans principalement, c'est toujours le même principe pour résoudre les exercices. On vous donne un circuit, vous essayez, on vous donne une fonction, une tension ou une intensité qu'il faut rechercher. Il faut chercher l'équation différentielle. La méthode des gentils et des méchants, ça marche bien pour réussir à simplifier la vie. Et une fois qu'on a cette équation différentielle, il faut la résoudre. Il faut trouver, donc d'abord résolution générale, ensuite appliquer les conditions initiales, donc trouver les conditions initiales, et finalement les appliquer pour trouver le grand A qui va tout le temps apparaître et obtenir la solution qui nous intéresse dans le problème qui nous est posé.